Au fin fond de l'Amérique du Sud, au milieu des brumes et des ombres de ce monde perdu, un chaman en transe, sous l'effet d'un hallucinogène, communique avec l'esprit d'une créature issue de nos pires cauchemars. Le chaman a des visions et fait des rêves. Et il prie les esprits de protéger les hommes de sa tribu quand ils se déplacent dans la forêt. La forêt autour de lui fourmille d'animaux terriblement dangereux. Mais les Indiens Piaroa en vénèrent un par-dessus tout. C'est l'une des araignées les plus grosses et les plus venimeuses de la planète. La mygale géante. On peut comprendre le respect des Indiens. Tout est extraordinaire chez cette araignée. Elle a 8 yeux, des crochets de 2 cm de long, et ses pattes lui confèrent facilement la taille d'une assiette. Elle chasse au niveau du sol, surtout la nuit. Dans la journée, elle se terre dans le sous-sol de la forêt. Elle récupère souvent des terriers abandonnés par les rongeurs. La mygale géante n'est pas la seule créature redoutable vivant dans ces régions. Le fer-de-lance est l'un des serpents les plus venimeux d'Amérique du Sud. Son venin entraîne la paralysie. Puis les tissus vivants se désagrègent rapidement. Ces victimes immobilisées subissent une lente agonie, puis elles se dissolvent lentement de l'intérieur. Sur place, il n'y a qu'un seul remède à la morsure de ce serpent. Amputer immédiatement le membre atteint. Bien que le fer-de-lance attaque l'homme pour se défendre, il chasse d'ordinaire des rongeurs. Il les accule parfois sous terre. Il est manifestement à la recherche de nourriture. Mais ce terrier n'est pas occupé par une simple souris. La mygale géante est l'araignée qui possède les plus grosses glandes à venin. On ne connaît aucun témoignage certain au sujet d'hommes mordus par une mygale. Peut-être que personne n'a survécu pour le raconter. Donc, personne ne sait précisément à quel point elle est venimeuse. Mais on pourrait penser que lors d'un affrontement avec un fer-de-lance, les chances ne sont pas en faveur de l'araignée. En 4 minutes à peine, le serpent remue la queue pour la dernière fois. La mygale géante possède une énorme quantité de venin, dont l'effet est curieusement semblable à celui du serpent. Il désagrège également les tissus. Tandis que sa victime se décompose lentement, l'araignée aspire ses fluides nutritifs grâce aux petits orifices buccaux dissimulés sous ses crochets. Pour finir, elle ingérera et dévorera même la colonne vertébrale du serpent après en avoir ôté la chair.
Un crochet autrefois meurtrier pendille, sans force et impuissant. Au bout de 17 heures, il ne subsiste que la peau desséchée de ce qui fut un serpent au venin mortel. Avec une créature invisible aussi menaçante que celle-ci dans la forêt, il n'est pas étonnant que les Piaroa implorent l'appui des esprits. Un modèle de mygale en cire orne la coiffe cérémonielle du chaman du village. Sous l'emprise d'une substance hallucinogène, le yopo, il communique avec les esprits des araignées pour leur demander protection. Ils obtiennent cette drogue en broyant les graines d'un arbre local. Ils absorbent les substances chimiques actives par le nez. Le chaman va vite avoir des visions. La grosse pierre porte-bonheur du chaman maintient son corps ancré à ce monde-ci, tandis que son esprit s'échappe dans l'univers spirituel. Les Piaroa vivent dans la région centrale du Venezuela, à proximité des frontières colombiennes et brésiliennes. Cette région, caractérisée par la brume et les pics solitaires, a inspiré à Conan Doyle son épique récit d'aventure intitulé « Le monde perdu ». Une histoire de tribus sauvages et d'animaux préhistoriques. Cette région se situe à l'extrémité nord de la plus grande forêt terrestre, la forêt amazonienne. Beaucoup de communautés Piaroa vivent maintenant dans des villages modernes. Les rares à vivre encore dans la forêt sont les derniers Amérindiens restés indifférents aux influences étrangères. Ils pratiquent quelques cultures aux abords de leur village, mais ils ne causent guère de dommages à la forêt environnante. La région est parsemée de pics isolés spectaculaires que les Piaroa appellent tepui. Le plus haut de tous dépasse 1000 mètres. Il se dresse presque verticalement au-dessus de la jungle. Sacré aux yeux des Piaroa, il est mentionné dans beaucoup de leurs légendes. Ils l'appellent Wa'arikuwai. Il y a des milliers d'années, un grand arbre chargé de tous les fruits de la forêt poussait ici. Les dieux envoyèrent un jeune garçon couper l'arbre pour qu'il fournisse de quoi manger à tous les hommes et à tous les animaux. Un tapir vorace mangea plus que sa part et les dieux transformèrent l'arbre et l'animal en pierre pour donner une leçon à tout le monde. Les Piaroa ont tenu compte du message des dieux. Leurs croyances sont nées de la forêt qui les entoure. La forêt a peu changé depuis des siècles, de sorte que les Indiens n'ont aucun besoin de changer de mode de vie. Les Piaroa croient que l'Agami a été envoyé par les dieux pour les récompenser de leur inébranlable fidélité. Ces oiseaux de la taille d'un poulet se sont mis à vivre autour des villages indiens. En échange de quelques restes de nourriture, ils aident les villageois à se protéger des animaux nuisibles, particulièrement des serpents, y compris le fer de lance. Les serpents ont peu d'ennemis, mais l'Agami tue les plus petits. Si le serpent est trop gros pour que l'oiseau s'attaque à lui, ses cris d'alarme avertissent les villageois du danger. La coloration discrète du serpent a trompé l'oiseau.
Le camouflage a probablement sauvé aussi cette araignée, car même les mygales géantes sont vulnérables face aux agamis. L'impact exercé par les agamis sur l'ensemble des araignées et des serpents est négligeable. Grâce aux oiseaux, il y en a moins autour du village, mais ils sont toujours aussi nombreux dans la forêt. Les hommes se préparent en vue d'une expédition de chasse. Ils demandent donc aux chamans de les bénir et de prier pour assurer leur sauvegarde et leur succès. La coiffure cérémonielle du chaman l'aide à entrer en contact avec le dieu de l'animal qu'elle représente. Les effets de la drogue ne se sont pas encore dissipés. Il peut encore communiquer avec les esprits. Les Piaroas chassent avec des sarbacanes et des flèches empoisonnées. La forêt fournit tout ce dont ils ont besoin pour fabriquer leurs armes. L'empennage des flèches est fait de coton sauvage. Ensuite, les pointes sont enduites de curare, une substance devenue synonyme de poison mortel. Le curare provient de l'écorce d'une liane locale. Après en avoir extrait la sève, on la réchauffe à feu doux jusqu'à ce qu'elle soit épaisse et poisseuse comme du goudron. Cette mygale géante provient également de la forêt. Elle est sculptée dans une substance moins dangereuse, la cire d'abeille sauvage. Les Piaroas considèrent que la forêt est leur amie, mais ils savent que toute relation implique un respect mutuel. On ne peut pas prendre sans donner en retour. Même si les hommes partent pour 3 jours, ils ne prennent que leurs armes. La forêt pourvoira à tous leurs autres besoins. Bien qu'ils soient bien armés, les chasseurs apprécient la présence du chaman pour pacifier les dieux de la forêt et leur porter chance. Quand il n'est pas en transe, c'est aussi un excellent chasseur. Le sanglier est très prisé, mais c'est un gibier dangereux. On porte ses défenses en guise de porte-bonheur. Les Piaroas chassent une grande variété d'animaux, parmi lesquels le cerf, des oiseaux, des rongeurs et des singes. Ils savent parfaitement traquer les animaux et se déplacer sans bruit dans la forêt pour s'approcher du gibier à pas de loup et le surprendre. Entre tous les animaux, il en est un extrêmement dangereux qu'il considère comme un mets particulièrement raffiné. Mais pour commencer, il chasse des proies moins risquées pour satisfaire les besoins alimentaires de la communauté villageoise. Pour se servir d'une sarbacane de plus de 3 mètres de long, il faut avoir la main ferme. Les Indiens tirent à la perfection jusqu'à 50 mètres.
Les piaroas sont d'excellents grimpeurs. Ils laissent rarement un oiseau touché par une flèche en haut des arbres. Le curare est si puissant qu'il tue presque instantanément en provoquant un arrêt du cœur. Le poison se décompose quand on le fait bouillir. On peut donc manger les oiseaux sans danger après les avoir fait cuire. La chasse requiert autant de courage que d'habileté. Des animaux venimeux fourmillent dans la forêt, invisibles. Et tous les ans, des Indiens meurent de morsures ou de piqûres. Mais personne n'a jamais été tué par une mygale géante. Pour l'instant. Les piaroas croient que leur foi les protège et que les esprits ont appris aux araignées à se tenir à l'écart quand ils passent. Chaque araignée laisse derrière elle un réseau de traînées soyeuses qui sillonnent son territoire. Elle s'en sert peut-être comme d'une carte pour se repérer. Elle dépose aussi plusieurs fils de soie rayonnants à partir de l'entrée de son terrier, afin de détecter l'approche des ennemis et des proies. Une fois le piège mis en place, l'araignée se retire sous terre pour attendre les victimes sans méfiance. Mais son mode de défense n'est pas infaillible, et les araignées venimeuses ont aussi leurs ennemis. Comme beaucoup de créatures dans ce monde perdu, la guêpe Pepsis a atteint des proportions énormes. L'évolution en a fait un démon ailé grand comme la main d'un homme. Cette guêpe recherche les mygales géantes, non pas pour les manger, mais pour introduire ses œufs dans leur corps. Elle doit d'abord attirer la mygale hors de son repère. Elle marche sur l'invisible filtre de soie installé sur le seuil de l'araignée, comme si elle déclenchait délibérément un mécanisme piégé. Ensuite, elle tente de piquer l'araignée par en dessous, là où son corps est le plus tendre, afin de la paralyser. Une fois l'araignée immobilisée, la guêpe va ensevelir la mygale dans son propre terrier, où elle sera peu à peu dévorée vivante par les larves de guêpe qui vont se développer à l'intérieur de son corps. Surprise et rapidité sont la clé du succès. Cette guêpe a mal calculé son coup. Elle a laissé l'araignée frapper la première. Elle bat en retraite, mortellement blessée. En avril, la saison des pluies commence. Pendant 5 mois, la région va recevoir un vrai déluge plusieurs fois par jour. Jusque-là, à sec, les ruisseaux se transforment en torrents. Quand ils sortent de leur lit, ils inondent la forêt. Les mygales géantes vivent dans des terriers secs au-dessus du niveau de l'eau, mais elles sont particulièrement actives durant la saison humide. Les piaroas savent parfaitement que les araignées sortent après un orage, et ils savent exactement où les trouver. Les chasseurs accrochent leur gibier hors d'atteinte des charognards, comme les renards ou les chats sauvages, pour le récupérer plus tard. On risque beaucoup plus de marcher sur une araignée durant la saison des pluies qu'à tout autre moment de l'année. Comme les araignées sortent surtout après le crépuscule, les chasseurs s'arrêtent pour bivouaquer juste avant la tombée de la nuit. Ils se sont enfoncés profondément dans la forêt, mais l'expédition de chasse n'est pas encore achevée. Tandis que les mygales géantes vivent à pied sec, certaines de leurs proches parentes arboricoles vivent dans la forêt inondée. Les orchidées poussent sur les arbres, mais contrairement aux espèces parasites, elles ne se servent de leur hôte que comme support.
et ne tire aucune nourriture de ces derniers. Peu de biologistes se sont aventurés aussi loin dans la forêt amazonienne, de sorte que beaucoup de mygales vivant ici sont inconnus des scientifiques. Cette espèce n'a pas encore été répertoriée et n'a pas reçu de nom. Durant la journée, l'enchevêtrement des racines de l'orchidée fournit une retraite idéale aux mygales arboricoles, comme cette araignée mangeuse d'oiseaux. En dépit de leur nom, les araignées mangeuses d'oiseaux s'emparent rarement de proies ailées. En fait, elles se nourrissent surtout d'insectes qu'elles chassent la nuit. La mygale géante s'attaque à des proies bien plus variées. Elle se nourrit surtout d'insectes, en grande partie parce qu'ils sont de loin les plus abondants de tous les aliments dont elle dispose. Les fils de soie qui mènent au terrier transmettent sous forme de vibrations les mouvements des victimes potentielles au niveau du sol. Les poils sensibles des pattes de l'araignée peuvent détecter le plus léger frémissement. Les mygales sortent parfois en quête d'une proie, mais en général, elles attendent près de l'entrée de leur terrier que leur victime potentielle soit assez proche pour se jeter sur elle. La technique de la mygale pour dévorer ses victimes est aussi répugnante et lente que la mise à mort a été propre et rapide. Pour éviter d'attirer l'attention des fourmis et des ennemis éventuels, la mygale géante entraîne ses victimes dans son terrier. Peu d'animaux risqueraient de la suivre à 1 mètre de profondeur. La mygale géante recouvre le sol de son repère d'une couche de soie. Ainsi, son terrier reste propre et les fourmis ne peuvent pas envahir la cavité. Cela forme aussi la base d'un cocon de soie qui lui servira éventuellement à envelopper sa victime comme une momie. L'araignée tisse plusieurs fils à la fois. Elle entoure la sauterelle et fixe les extrémités des fils au sol. Plus l'araignée injecte de venin, plus le tissu interne se désagrège rapidement. Les 3 linceuls de soie empêchent le corps de l'insecte de tomber en pièces pendant que l'araignée le dévore entièrement. Les mygales géantes attachent un soin méticuleux à la propreté de leur corps et de leur terrier, pour ne pas être infectées par des champignons ou des bactéries, et pour éviter d'attirer des fourmis charognardes. De la sauterelle, il ne reste que cette boulette résiduelle desséchée. Elle sera enlevée avant l'aube. Sous couvert de l'obscurité, la mygale géante quitte son repère en quête d'une autre proie. Elle peut chasser sans danger toute la nuit, car son principal ennemi n'est actif que durant la journée.
La forêt amazonienne abrite non seulement la plus grosse araignée venimeuse, mais aussi le plus grand serpent du monde. Il s'agit de deux espèces géantes, des monstres plus grands que nature du véritable monde perdu. L'anaconda peut atteindre une longueur de 10 mètres. Il chasse dans les rivières et se laisse porter par l'eau. L'araignée a besoin d'un apport d'eau constant pour remplacer les fluides corporels qu'elle utilise en partie pour produire son venin. Les piaroas redoutent autant l'anaconda que la mygale géante. Mais pendant la saison des pluies, quand la forêt est inondée, ils sont obligés de côtoyer le serpent dans son élément. Les hommes regardent bien où ils mettent les pieds. L'anaconda n'attaque jamais s'il ne se sent pas menacé. Il n'est pas venimeux, mais sa morsure est douloureuse. Elle cause de profondes blessures qui peuvent s'infecter et entraîner des conséquences fatales. La forêt fournit beaucoup de remèdes naturels, mais les piaroas n'ont pas d'antibiotiques. L'anaconda est un animal parfaitement à sa place dans cet univers perdu, le Hoatzin aussi. Comme une relique du passé, son aspect primitif évoque les oiseaux préhistoriques. Contrairement à la plupart des oiseaux nichant dans les arbres, les petits Hoatzin quittent leur nid pour la première fois à l'âge d'une semaine, longtemps avant d'avoir acquis toutes leurs plumes. La plupart des oisillons s'écraseraient vite à terre et seraient victimes des prédateurs, mais le Hoatzin naît avec des griffes rudimentaires sur les ailes. L'oisillon s'en sert pour grimper aux branches. Le ptérodactyle, un être désagréable rencontré par les aventuriers protagonistes du monde perdu romanesque, avait lui aussi des griffes sur les ailes. Le Hoatzin n'a absolument rien de menaçant. Strictement végétarien, il se nourrit de fruits, de fleurs et de feuilles. Ici, dans la forêt amazonienne, l'oiseau dispose d'une extraordinaire abondance de vivres. Le Hoatzin est magnifiquement adapté à la vie dans la forêt inondée. Les oisillons savent nager quelques jours après leur naissance, et avec ses griffes sur leurs ailes, ils sont tout à fait capables de remonter dans leur nid. Les Indiens ramassent parfois les œufs de Hoatzin. Ils en prennent juste un dans chaque nid, mais ils chassent rarement les adultes. Ils les ont baptisés oiseaux puants à cause de leur odeur de moisi, et ils préfèrent se consacrer à la chasse de proies beaucoup plus savoureuses. Les piaroas connaissent et comprennent l'équilibre entre les dangers et les dons de la forêt. Ils chassent le coati, mais ce parent sud-américain du raton laveur a des sens très développés et il est difficile à attraper.
Le coati se sert de son museau sensible pour dénicher des fruits, des insectes, des reptiles, des animaux amphibies et même des araignées. Cet animal est jeune. C'est la première fois qu'il rencontre une mygale géante. Il va avoir une surprise désagréable. L'araignée recule pour avoir l'air le plus intimidant possible. Si cela ne suffit pas, elle va faire entrer en action les épines de ses pattes arrière et les poils très particuliers de son abdomen. C'est un remarquable mécanisme de défense qui stoppe net la plupart des agresseurs. En guise d'ultime avertissement, l'araignée émet un sifflement comme un serpent. Mais cela ne dissuade pas le coati. Chaque mygale possède plus d'1 million de poils abdominaux garnis de barbillons. Un simple mouvement d'une patte arrière projette des milliers de ces poils dans l'air. Quand on les inhale, ils provoquent une intense sensation de brûlure. La douleur s'atténuera au bout de quelques heures, mais la leçon est apprise. Ce jeune coati aura désormais une peur salutaire des mygales géantes. Il n'en attaquera probablement jamais une autre. La mygale géante dispose d'un formidable arsenal de mécanismes de défense. Mais en réalité, c'est une créature pacifique. Elle n'attaque que si elle se sent menacée. Il n'est pas facile de détecter une araignée dans le sous-bois, même d'une taille exceptionnelle. Mais en compagnie du chaman, les hommes se sentent en sécurité et ils continuent à chasser dans la forêt. Les chasseurs ne doivent pas seulement se préoccuper des affreuses créatures rampantes vivant au niveau du sol. Le danger est partout, dans les cours d'eau, dans les sous-bois et au-dessus d'eux, dans les arbres. La morsure de cette araignée mangeuse d'oiseaux n'est pas plus grave qu'une piqûre d'abeille. Elle mange des insectes, mais là ce n'est pas la libellule qui l'intéresse. Quelque chose d'autre l'a alarmée. Il y a beaucoup de serpents venimeux dans la forêt, mais le boa canin est inoffensif. Il ne mange pas les mygales. Pourtant, l'araignée réagit instinctivement au mouvement et décide de prendre le large. Pour elle, ce n'est pas un problème d'atterrir au milieu du ruisseau, car elle peut marcher sur l'eau. Ses nombreux poils font office de flotteurs, et ses pattes constituent d'excellentes pagaies. Les piaroas évitent toutes les araignées autour d'eux, sauf les plus dangereuses. Cela peut sembler téméraire, mais à leurs yeux, les mygales géantes sont l'un des plus beaux cadeaux de la forêt. Et dès leur enfance, ils apprennent où on peut les dénicher et comment les attirer hors de leur repère. Ils savent que les mygales sont sensibles aux vibrations et ils imitent à la perfection les mouvements d'un insecte aux prises avec un morceau de liane. Mais l'araignée ne se laisse pas facilement tromper. Si elle se sent menacée, elle répondra par un jet de poils. C'est suffisant pour faire reculer un chasseur, mais juste provisoirement. Quand il a attiré l'araignée à une certaine distance de son terrier, le chasseur la plaque au sol avec 2 doigts.
Puis il rassemble prudemment ses 8 pattes. Il prend bien garde de ne pas toucher son abdomen et de tenir ses doigts à distance des crochets acérés comme des aiguilles. On transporte les mygales géantes vivantes dans d'astucieux petits paquets. Une feuille sert de papier d'emballage. Avant d'attacher l'araignée à l'aide d'une tige, on souffle prudemment pour se débarrasser des poils de son abdomen. Les chasseurs s'arrêtent pour déjeuner à proximité d'un site funéraire très ancien. Depuis des générations, on attribue à cet endroit un caractère particulier. Comme leurs ancêtres avant eux, les Piaroas font toujours le feu à l'ancienne. Il leur faut à peu près 5 minutes d'effort énergique pour obtenir la première étincelle. On considère que ces peintures rupestres ont plus de 3000 ans. On remarque des formes arachnéennes, mais le symbolisme de beaucoup de figures demeure mystérieux. Les ossements des ancêtres et des parents morts récemment reposent côte à côte dans la roche, ensevelis dans une crevasse horizontale située à la base de la falaise. Les esprits se sont montrés favorables et la chasse a été bonne. Les hommes se préparent à déguster leur mets favori, l'araignée. Pour eux, c'est un aliment de choix, mais ils n'en mangent pas plus qu'il ne leur en faut. 2 mygales chacun, cela leur permettra de tenir jusqu'à leur retour au village. Les Piaroas tuent les mygales juste avant de les faire cuire, car ils aiment les manger bien fraîches. Ils les manient avec une extrême prudence. Ils ne les prennent en main que lorsqu'elles sont mortes. Et même alors, ils ne touchent pas l'abdomen. Les femelles gorgées d'œufs sont un mets de choix. Elles fournissent chacune entre 70 et 80 œufs qui, rôtis sur le charbon de bois, donnent une omelette au goût amer. Les chasseurs font cuire les pattes d'araignée sur le feu en flambant les poils au-dessus des flammes.
Ils les tapotent pour se débarrasser de tous les poils carbonisés restants. À leurs yeux, le thorax et les pattes sont les meilleurs morceaux. Apparemment, la chair a un goût assez semblable à celui des crevettes. Pour les piaroas, les œufs et la chair d'araignée sont l'équivalent du caviar et des fruits de mer. Les araignées sont un don des dieux. Même quand nous n'arrivons pas à attraper autre chose, en général, nous pouvons trouver des araignées. Nous savons qu'elles sont dangereuses, mais tant que nous respecterons leurs esprits, nous ne serons pas mordus. C'est un excellent aliment, elles sont délicieuses. À la fin du repas, il ne reste plus que les crochets. Même eux ne sont pas perdus. Ils fournissent probablement les cure-dents les plus exotiques au monde. Pour les milliers d'araignées qui ont échappé aux chasseurs, il existe encore bien d'autres dangers. Le comportement des araignées entre elles est encore presque plus étrange qu'un barbecue d'araignées. Le plus grand danger auquel une mygale mâle est confrontée, c'est la femelle de son espèce. Durant sa vie, le principal objectif de la mygale géante mâle est de trouver des femelles réceptives et de les fertiliser. Le mâle s'approche du terrier d'une femelle avec une extrême prudence. Les mygales ne sont pas immunisées contre leur propre venin et un faux mouvement à n'importe quel moment de l'accouplement peut s'avérer fatal. Il tapote doucement la femelle pour étudier sa réaction. L'objectif semble être de la mettre en transe. Ensuite, il essaie doucement de la soulever pour atteindre ses organes sexuels situés sous son corps. C'est une chose que l'on ne peut pas faire à la va-vite. Le mâle se trouve dans une position extrêmement vulnérable. Celui-ci a fait un mouvement trop brusque et il a eu de la chance de survivre à son erreur. L'objectif du mâle est de confier à la femelle le sperme qu'il transporte dans de petites poches de soie brune sans être dévoré au cours du processus. L'ensemble du processus est fascinant. Les préparatifs de l'accouplement peuvent durer 2 heures et le mâle doit parfois faire plusieurs tentatives en vain. Mais une fois qu'il a réussi à placer la femelle dans la position appropriée, il cherche ses organes reproducteurs. Ensuite, il dépose son sperme. Une fois qu'il l'a fertilisée, il doit doucement la remettre à l'horizontale, puis s'en aller très vite avant qu'elle recouvre ses esprits et qu'elle cherche à l'attaquer.
Les mâles atteignent la maturité sexuelle à 3 ans environ et meurent peu de temps après. Mais les femelles peuvent vivre une vingtaine d'années. L'avenir des araignées semblait assuré entre les mains des Piaroa. Mais ce n'est peut-être plus aussi certain. Déjà, des amateurs occidentaux paient très cher pour se procurer le dernier animal de compagnie à la mode, la mygale géante. Les Piaroa essaient de ne pas prélever trop de femelles pleines pour être sûrs de ne pas exercer un effet trop négatif sur la population d'araignées. Pour le bien-être des générations futures de leur tribu, il est indispensable de préserver la faune autour d'eux. Quand je prends du yopo, je vois des forces mauvaises qui essaient de nous voler les araignées. Je prie les esprits de chasser ces démons. Je vais bientôt devoir apprendre aux enfants du village à inhaler du yopo. Ainsi, quand je mourrai, il y en aura au moins un qui prendra ma suite et qui prendra soin des mygales. J'ai parlé aux esprits de l'araignée et je leur ai demandé de rendre les mygales fertiles afin qu'elles se multiplient et nous procurent de la nourriture. Chaque femelle pond entre 70 et 80 gros œufs qu'elle enveloppe dans un cocon de soie de la taille d'un citron. Au bout de 80 jours environ, les petites araignées éclosent à l'intérieur de cette sorte d'écrin. Il leur faudra encore près de 24 heures pour se libérer de leur cocon. Après leur naissance, elles restent pendant quelques jours dans le terrier de leur mère, en se nourrissant de ce qui leur reste de jaune d'œuf. Désormais, la tâche de la mère est terminée. Son terrier offre un abri aux bébés, mais elle ne les nourrit pas. La faim va finalement les obliger à s'aventurer toutes seules dans la forêt. Vivant dans un milieu naturel comportant des créatures aussi redoutables, les Piaroa ont élaboré une religion qui cherche à convaincre les esprits de la forêt d'être de leur côté. Si on les laissait faire, cette forme de protection pratique liée à une conception spirituelle pourrait assurer la survie de la mygale géante. Trié pendille, sans force et impuissant. Au bout de 17 heures, il ne subsiste que la peau desséchée de ce qui fut un serpent au venin mortel. Avec une créature invisible aussi menaçante que celle-ci dans la forêt, il n'est pas étonnant que les Piaroa implorent l'appui des esprits.
modèle de mygale en cire orne la coiffe cérémonielle du chaman du village. Sous l'emprise d'une substance hallucinogène, le yopo, il communique avec les esprits des araignées pour leur demander protection. Ils obtiennent cette drogue en broyant les graines d'un arbre local. Ils absorbent les substances chimiques actives par le nez. Le chaman va vite avoir des visions. La grosse pierre porte-bonheur du chaman maintient son corps ancré à ce monde-ci, tandis que son esprit s'échappe dans l'univers spirituel. Les Piaroa vivent dans la région centrale du Venezuela, à proximité des frontières colombiennes et brésiliennes. Cette région, caractérisée par la brume et les pics solitaires, a inspiré à Conan Doyle son épique récit d'aventure intitulé « Le monde perdu ». Une histoire de tribus sauvages et d'animaux préhistoriques. Cette région se situe à l'extrémité nord de la plus grande forêt terrestre, la forêt amazonienne. Beaucoup de communautés Piaroa vivent maintenant dans des villages modernes. Les rares à vivre encore dans la forêt sont les derniers Amérindiens restés indifférents aux influences étrangères. Ils pratiquent quelques cultures aux abords de leur village, mais ils ne causent guère de dommages à la forêt environnante. La région est parsemée de pics isolés spectaculaires que les Piaroa appellent tepui. Le plus haut de tous dépasse 1000 mètres. Il se dresse presque verticalement au-dessus de la jungle, celui des crevettes. Pour les Piaroa, les œufs et la chair d'araignée sont l'équivalent du caviar et des fruits de mer. Les araignées sont un don des dieux. Même quand nous n'arrivons pas à attraper autre chose, en général, nous pouvons trouver des araignées. Nous savons qu'elles sont dangereuses, mais tant que nous respecterons leurs esprits, nous ne serons pas mordus. C'est un excellent aliment, elles sont délicieuses. À la fin du repas, il ne reste plus que les crochets. Même eux ne sont pas perdus. Ils fournissent probablement les cure-dents les plus exotiques au monde. Pour les milliers d'araignées qui ont échappé aux chasseurs, il existe encore bien d'autres dangers. Le comportement des araignées entre elles est encore presque plus étrange qu'un barbecue d'araignées. Le plus grand danger auquel une mygale mâle est confrontée, c'est la femelle de son espèce. Durant sa vie, le principal objectif de la mygale géante mâle est de trouver des femelles réceptives et de les fertiliser. Le mâle s'approche du terrier d'une femelle avec une extrême prudence. Les mygales ne sont pas immunisées contre leur propre venin et un faux mouvement à n'importe quel moment de l'accouplement peut s'avérer fatal. Il tapote doucement la femelle pour étudier sa réaction. L'objectif semble être de la mettre en transe. Ensuite, il essaie doucement de la soulever pour atteindre ses organes sexuels situés sous son corps. C'est une chose que l'on ne peut pas faire à la va-vite. Le mâle se trouve dans une position extrêmement vulnérable.
Celui-ci a fait un mouvement trop brusque et il a eu de la chance de survivre à son erreur. L'objectif du mâle est de confier à la femelle le sperme qu'il transporte dans de petites poches de soie brune, lisies. Puis les tissus vivants se désagrègent rapidement. Ces victimes immobilisées subissent une lente agonie, puis elles se dissolvent lentement de l'intérieur. Sur place, il n'y a qu'un seul remède à la morsure de ce serpent. Amputer immédiatement le membre atteint. Bien que le fer de lance attaque l'homme pour se défendre, il chasse d'ordinaire des rongeurs. Il les accule parfois sous terre. Il est manifestement à la recherche de nourriture. Mais ce terrier n'est pas occupé par une simple souris. La mygale géante est l'araignée qui possède les plus grosses glandes à venin. On ne connaît aucun témoignage certain au sujet d'hommes mordus par une mygale. Peut-être que personne n'a survécu pour le raconter. Donc, personne ne sait précisément à quel point elle est venimeuse. Mais on pourrait penser que lors d'un affrontement avec un fer de lance, les chances ne sont pas en faveur de l'araignée. En 4 minutes à peine, le serpent remue la queue pour la dernière fois. La mygale géante possède une énorme quantité de venin, dont l'effet est curieusement semblable à celui du serpent. Il désagrège également les tissus. Tandis que sa victime se décompose lentement, l'araignée aspire ses fluides nutritifs grâce aux petits orifices buccaux dissimulés sous ses crochets. Pour finir, elle ingérera et dévorera même la colonne vertébrale du serpent après en avoir ôté la chair. Durant sa vie, le principal objectif de la mygale géante mâle est de trouver des femelles réceptives et de les fertiliser. Le mâle s'approche du terrier d'une femelle avec une extrême prudence. Les mygales ne sont pas immunisées contre leur propre venin et un faux mouvement à n'importe quel moment de l'accouplement peut s'avérer fatal. Il tapote doucement la femelle pour étudier sa réaction. L'objectif semble être de la mettre en transe. Ensuite, il essaie doucement de la soulever pour atteindre ses organes sexuels situés sous son corps. C'est une chose que l'on ne peut pas faire à la va-vite. Le mâle se trouve dans une position extrêmement vulnérable. Celui-ci a fait un mouvement trop brusque et il a eu de la chance de survivre à son erreur. L'objectif du mâle est de confier à la femelle le sperme qu'il transporte dans de petites poches de soie brune sans être dévoré au cours du processus.
L'ensemble du processus est fascinant. Les préparatifs de l'accouplement peuvent durer 2 heures et le mâle doit parfois faire plusieurs tentatives en vain. Mais une fois qu'il a réussi à placer la femelle dans la position appropriée, il cherche ses organes reproducteurs. Ensuite, il dépose son sperme. Une fois qu'il l'a fertilisée, il doit doucement la remettre à l'horizontale, puis s'en aller très vite avant qu'elle recouvre ses esprits et qu'elle cherche à l'attaquer. Les mâles atteignent la maturité sexuelle à 3 ans environ, et ils les manient avec une extrême prudence. Ils ne les prennent en main que lorsqu'elles sont mortes. Et même alors, ils ne touchent pas l'abdomen. Les femelles gorgées d'œufs sont un mets de choix. Elles fournissent chacune entre 70 et 80 œufs qui, rôtis sur le charbon de bois, donnent une omelette au goût amer. Les chasseurs font cuire les pattes d'araignée sur le feu en flambant les poils au-dessus des flammes. Ils les tapotent pour se débarrasser de tous les poils carbonisés restants. À leurs yeux, le thorax et les pattes sont les meilleurs morceaux. Apparemment, la chair a un goût assez semblable à celui des crevettes. Pour les piaroas, les œufs et la chair d'araignée sont l'équivalent du caviar et des fruits de mer. Les araignées sont un don des dieux. Même quand nous n'arrivons pas à attraper autre chose, en général, nous pouvons trouver des araignées. Nous savons qu'elles sont dangereuses, mais tant que nous respecterons leurs esprits, nous ne serons pas mordus. C'est un excellent aliment, elles sont délicieuses. À la fin du repas, il ne reste plus que les crochets. Même eux ne sont pas perdus. Ils fournissent probablement les cure-dents les plus exotiques. La mygale géante. On peut comprendre le respect des Indiens. Tout est extraordinaire chez cette araignée. Elle a 8 yeux, des crochets de 2 cm de long et ses pattes lui confèrent facilement la taille d'une assiette. Elle chasse au niveau du sol, surtout la nuit. Dans la journée, elle se terre dans le sous-sol de la forêt. Elle récupère souvent des terriers abandonnés par les rongeurs. La mygale géante n'est pas la seule créature redoutable vivant dans ces régions. Le fer-de-lance est l'un des serpents les plus venimeux d'Amérique du Sud. Son venin entraîne la paralysie, puis les tissus vivants se désagrègent rapidement. Ces victimes immobilisées subissent une lente agonie, puis elles se dissolvent lentement de l'intérieur.
Sur place, il n'y a qu'un seul remède à la morsure de ce serpent. Amputer immédiatement le membre atteint. Bien que le fer de lance attaque l'homme pour se défendre, il chasse d'ordinaire des rongeurs. Il les accule parfois sous terre. Il est manifestement à la recherche de nourriture. Mais ce terrier n'est pas occupé par une simple souris. La mygale géante est l'araignée qui possède les plus grosses glandes à venin. On ne connaît aucun témoignage certain au sujet d'hommes mordus par une mygale. Peut-être que personne n'a survécu pour le raconter. Donc, personne ne sait précisément à quel point elle est venimeuse. Mais on pourrait penser que lors d'un affrontement avec un fer de lance, les chances ne sont pas en faveur de l'araignée. En 4 minutes à peine, surprise et rapidité sont la clé du succès. Cette guêpe a mal calculé son coup. Elle a laissé l'araignée frapper la première. Elle bat en retraite, mortellement blessée. En avril, la saison des pluies commence. Pendant 5 mois, la région va recevoir un vrai déluge plusieurs fois par jour. Jusque-là, à sec, les ruisseaux se transforment en torrents. Quand ils sortent de leur lit, ils inondent la forêt. Les mygales géantes vivent dans des terriers secs au-dessus du niveau de l'eau, mais elles sont particulièrement actives durant la saison humide. Les piaroas savent parfaitement que les araignées sortent après un orage, et ils savent exactement où les trouver. Les chasseurs accrochent leur gibier hors d'atteinte des charognards, comme les renards ou les chats sauvages, pour le récupérer plus tard. On risque beaucoup plus de marcher sur une araignée durant la saison des pluies qu'à tout autre moment de l'année. Comme les araignées sortent surtout après le crépuscule, les chasseurs s'arrêtent pour bivouaquer juste avant la tombée de la nuit. Ils se sont enfoncés profondément dans la forêt, mais l'expédition de chasse n'est pas encore achevée. Tandis que les mygales géantes vivent à pied sec, certaines de leurs proches parentes arboricoles vivent dans la forêt inondée. Les orchidées poussent sur les arbres, mais contrairement aux espèces parasites, elles ne se servent de leur hôte que comme support et ne tirent aucune nourriture de ces derniers. Peu de biologistes se sont aventurés aussi loin dans la forêt amazonienne, de sorte que beaucoup de mygales vivant ici sont inconnus des scientifiques. Cette espèce n'a pas encore été répertoriée et n'a pas reçu de nom. Durant la journée, l'enchevêtrement des racines de l'orchidée fournit une retraite idéale aux mygales arboricoles, comme cette araignée mangeuse d'oiseaux. En dépit de leur nom, les araignées mangeuses d'oiseaux s'emparent rarement de proies ailées. En fait, elles se nourrissent de la nuit. Ils se sont enfoncés profondément dans la forêt, mais l'expédition de chasse n'est pas encore achevée.
Tandis que les mygales géantes vivent à pied sec, certaines de leurs proches parentes arboricoles vivent dans la forêt inondée. Les orchidées poussent sur les arbres, mais contrairement aux espèces parasites, elles ne se servent de leur hôte que comme support et ne tirent aucune nourriture de ces derniers. Peu de biologistes se sont aventurés aussi loin dans la forêt amazonienne, de sorte que beaucoup de mygales vivant ici sont inconnus des scientifiques. Cette espèce n'a pas encore été répertoriée et n'a pas reçu de nom. Durant la journée, l'enchevêtrement des racines de l'orchidée fournit une retraite idéale aux mygales arboricoles, comme cette araignée mangeuse d'oiseaux. En dépit de leur nom, les araignées mangeuses d'oiseaux s'emparent rarement de proies ailées. En fait, elles se nourrissent surtout d'insectes qu'elles chassent la nuit. La mygale géante s'attaque à des proies bien plus variées. Elle se nourrit surtout d'insectes, en grande partie parce qu'ils sont de loin les plus abondants de tous les aliments dont elle dispose. Les fils de soie qui mènent au terrier transmettent sous forme de vibrations les mouvements des victimes potentielles au niveau du sol. Les poils sensibles des pattes de l'araignée peuvent détecter le plus léger frémissement. Les mygales sortent parfois en quête d'une proie, mais en général, elles attendent près de l'entrée de leur terrier que leur victime potentielle soit assez proche pour se jeter sur elle. La technique de la mygale pour dévorer ses victimes est aussi répugnante et lente que la mise à mort a été propre et rapide. Pour éviter d'attirer l'attention des fourmis et des ennemis éventuels, la mygale géante entraîne ses victimes dans son terrier. Peu d'animaux risqueraient de la suivre à 1 mètre de profondeur. La mygale géante recouvre le sol de son repère d'une couche de soie. Ainsi, son terrier reste propre et les fourmis ne peuvent pas envahir la cavité, exotique au monde. Pour les milliers d'araignées qui ont échappé aux chasseurs, il existe encore bien d'autres dangers. Le comportement des araignées entre elles est encore presque plus étrange qu'un barbecue d'araignées. Le plus grand danger auquel une mygale mâle est confrontée, c'est la femelle de son espèce. Durant sa vie, le principal objectif de la mygale géante mâle est de trouver des femelles réceptives et de les fertiliser. Le mâle s'approche du terrier d'une femelle avec une extrême prudence. Les mygales ne sont pas immunisées contre leur propre venin et un faux mouvement à n'importe quel moment de l'accouplement peut s'avérer fatal. Il tapote doucement la femelle pour étudier sa réaction. L'objectif semble être de la mettre en transe. Ensuite, il essaie doucement de la soulever pour atteindre ses organes sexuels situés sous son corps. C'est une chose que l'on ne peut pas faire à la va-vite. Le mâle se trouve dans une position extrêmement vulnérable. Celui-ci a fait un mouvement trop brusque et il a eu de la chance de survivre à son erreur. L'objectif du mâle est de confier à la femelle le sperme qu'il transporte dans de petites poches de soie brune sans être dévoré au cours du processus.
L'ensemble du processus est fascinant. Les préparatifs de l'accouplement peuvent durer 2 heures et le mâle doit parfois faire plusieurs tentatives en vain. Mais une fois qu'il a réussi à placer la femelle dans la position appropriée, il cherche ses organes reproducteurs. Ensuite, il dépose son sperme, proche des ennemis et des proies. Une fois le piège mis en place, l'araignée se retire sous terre pour attendre les victimes sans méfiance. Mais son mode de défense n'est pas infaillible, et les araignées venimeuses ont aussi leurs ennemis. Comme beaucoup de créatures dans ce monde perdu, la guêpe Pepsis a atteint des proportions énormes. L'évolution en a fait un démon ailé grand comme la main d'un homme. Cette guêpe recherche les mygales géantes, non pas pour les manger, mais pour introduire ses œufs dans leur corps. Elle doit d'abord attirer la mygale hors de son repère. Elle marche sur l'invisible filtre de soie installé sur le seuil de l'araignée, comme si elle déclenchait délibérément un mécanisme piégé. Ensuite, elle tente de piquer l'araignée par en dessous, là où son corps est le plus tendre, afin de la paralyser. Une fois l'araignée immobilisée, la guêpe va ensevelir la mygale dans son propre terrier, où elle sera peu à peu dévorée vivante par les larves de guêpe qui vont se développer à l'intérieur de son corps. Surprise et rapidité sont la clé du succès. Cette guêpe a mal calculé son coup. Elle a laissé l'araignée frapper la première. Elle bat en retraite, mortellement blessée. En avril, la saison des pluies commence. Pendant 5 mois, la région va recevoir un vrai déluge plusieurs fois par jour. Jusque-là, à sec, les ruisseaux se transforment en torrents. Quand ils sortent de leur lit, ils inondent la forêt. Les mygales géantes vivent dans des terriers secs au-dessus du niveau de l'eau, mais elles sont particulièrement actives durant la saison humide. Les piaroas savent parfaitement que les araignées sortent après un orage, et ils savent exactement où les trouver. Les chasseurs accrochent leur gibier hors d'atteinte des charognards, comme les renards ou les chats sauvages, pour le récupérer plus tard. On risque beaucoup plus de marcher sur une araignée durant la saison des pluies qu'à tout autre moment de l'année. Comme les araignées sortent surtout après le crépuscule, les chasseurs s'arrêtent pour bivouaquer juste avant la tombée de la nuit. Ils se sont enfoncés profondément dans la forêt, mais l'expédition de chasse n'est pas encore achevée. Et ils continuent à chasser dans la forêt. Les chasseurs ne doivent pas seulement se préoccuper des affreuses créatures rampantes vivant au niveau du sol. Le danger est partout, dans les cours d'eau, dans les sous-bois, et au-dessus d'eux, dans les arbres. La morsure de cette araignée mangeuse d'oiseaux n'est pas plus grave qu'une piqûre d'abeille. Elle mange des insectes, mais là ce n'est pas la libellule qui l'intéresse. Quelque chose d'autre l'a alarmée. Il y a beaucoup de serpents venimeux dans la forêt, mais le boa canin est inoffensif. Il ne mange pas les mygales. Pourtant, l'araignée réagit instinctivement au mouvement et décide de prendre le large. Pour elle, ce n'est pas un problème d'atterrir au milieu du ruisseau, car elle peut marcher sur l'eau. Ses nombreux poils font office de flotteurs, et ses pattes constituent d'excellentes pagaies. Les piaroas évitent toutes les araignées autour d'eux, sauf les plus dangereuses. Cela peut sembler téméraire, mais à leurs yeux, les mygales géantes sont l'un des plus beaux cadeaux de la forêt. Et dès leur enfance, ils apprennent où on peut les dénicher et comment les attirer hors de leur repère.
Ils savent que les mygales sont sensibles aux vibrations et ils imitent à la perfection les mouvements d'un insecte aux prises avec un morceau de liane. Mais l'araignée ne se laisse pas facilement tromper. Si elle se sent menacée, elle répondra par un jet de poils. C'est suffisant pour faire reculer un chasseur, mais juste provisoirement.